Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. Christophe Desmerson, président de l'Union nationale de la propriété immobilière ou UNPI, est venu au micro des Ondes de l'Imo évoquer l'épineuse question de la hausse de la taxe foncière en France cette année. Il se fait le porte-parole de bien des propriétaires français en peine face à la charge fiscale et il partage avec nous son point de vue sur d'autres questions tout aussi problématiques comme les obligations de rénovation énergétique ou les interdictions de louer. Voici Christophe Desmerson. Christophe Desmerson, bonjour. Bonjour Anne-Sandrine. Si je vous dis taxe foncière 2022, que me répondez-vous de manière très spontanée ? Très spontané, ce que je vous répondrai, c'est année noire pour les propriétaires. Et taxe foncière 2023 ? À suivre. À suivre. L'histoire est en marche, malheureusement. Oui, parce que vous prévoyez une hausse des valeurs locatives en 2023 de 7% par application de l'article 1518 bis du Code général des impôts. La charge fiscale s'alourdit pour beaucoup des propriétaires français. Quelle serait selon vous la solution ? Alors j'allais dire déjà que malheureusement 7%, on signerait tout de suite. Ce qu'on sait déjà aussi, c'est que ça ne sera pas 7%, puisque 7%, c'est dans l'hypothèse, et elle est hautement improbable, où il n'y a aucun maire, aucun président de collectivité qui voterait des hausses. Donc ça, c'est le minimum. J'allais dire le minimum syndical, c'est 7%. Donc effectivement, on va partir sur une très grosse hausse. Et c'est vrai qu'on est plus qu'inquiet. C'est la raison pour laquelle j'ai personnellement demandé à Bruno Le Maire à Bercy de vouloir encadrer ces taxes foncières. Parce qu'aujourd'hui, les taxes foncières, ça va vraiment être un problème pour les propriétaires. Quelles sont les options d'encadrement possibles selon vous ? Alors, il y a plusieurs pistes, mais déjà, ce qu'il faut savoir, à mon avis, c'est que l'histoire est malheureusement en marche depuis la refonte et la suppression de la taxe d'habitation, entre guillemets, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, en 2022, il n'y a plus que 20% des propriétaires occupants qui la payent. Et puis, il y a aussi toutes les résidences secondaires et tous les propriétaires de résidences secondaires qui payent. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est vrai que l'histoire, elle est en marche et on le voit bien. J'allais dire, si on regarde en arrière, parce qu'on peut regarder aussi en arrière, l'immobilier c'est le temps long, si on regarde en arrière, et en arrière c'est plus 25% sur les 10 dernières années. Je dis bien plus 25% sur les 10 dernières années, c'est pas rien. Plus 25%, c'est 3 fois l'inflation et 3 fois l'augmentation des loyers. Donc c'est sûr qu'on aura un problème fondamental, et je pense qu'il va y avoir un bouleversement sociétal majeur par rapport justement à l'explosion des taxes foncières, puisqu'il faut savoir aujourd'hui que, c'est une petite partie seulement de la population qui paye l'impôt, et alors que les charges, elles explosent pour les collectivités, donc on est devant le trou noir. Est-ce qu'on peut dire que c'est une politique fiscale qui est devenue injuste ou inique ? Et est-ce que le gouvernement a le choix ? On peut dire qu'elle est devenue injuste. Malheureusement, ce que j'allais dire, c'est que c'était quand même en filigrane, puisque je rappelle que c'était une promesse électorale lors de la première élection du président Macron, cette suppression de la taxe d'habitation. Et nous, on voyait bien quand même qu'il allait y avoir un problème, puisque, les locataires, c'est 40, c'est 50% de la population. Et donc ces gens, et pourquoi pas, mais ils participent comme tout le monde à la vie de la commune, mais ils se servent aussi de l'éclairage, ils se servent aussi des piscines chauffées, de l'éclairage des salles de classe, etc. Et c'est toute une partie de la population qui ne paye plus, qui n'est plus du tout intéressée, aux recettes et à payer de l'impôt. Donc d'un côté, on a des gens qui ne payent plus, et de l'autre côté, on a une charge qui est complètement, centrée uniquement sur les propriétaires occupants. Vous avez parlé tout à l'heure de temps long pour l'immobilier. L'UNPI a créé quelque chose d'extraordinairement utile, à mon sens, c'est l'Observatoire national des taxes foncières, créé il y a 16 ans. 16 ans, c'est long, puisque c'est 16 ans de collecte de la donnée. Qu'est-ce que vous avez pu constater au cours des 16 dernières années ? Ce qu'on a pu constater déjà, c'est qu'en réalité, il y a beaucoup de maires, malheureusement, qui jouent pas le jeu, entre guillemets, et qui laissent filer les dépenses. Et puis, il y a quand même quelques maires qui sont exemplaires aussi et qui savent maîtriser la dépense, ça c'est vrai. Oui. Mais sur le temps long, ce qu'on voit quand même, en réalité, c'est que c'est une explosion de la dépense
Et c'est une charge qui croît, j'allais dire mathématiquement, et de manière exponentielle aujourd'hui pour les propriétaires occupants comme pour les propriétaires bailleurs. J'aimerais qu'on parle des propriétaires qui sont adhérents de l'UNPI. Combien d'adhérents aujourd'hui à l'UNPI? Quel type de propriétaires aussi? Parce que au regard de la taxe foncière, je pense qu'il est intéressant de parler de certaines situations qui doivent être parlantes en fait. Est-ce que vous avez des exemples concrets de situations qui disent les difficultés dans lesquelles les propriétaires se retrouvent aujourd'hui? Bien sûr, je peux vous l'illustrer parfaitement, Sandrine. Il se trouve par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Marseille. Marseille, c'est une grande ville. Marseille, il y a eu 16%, plus de 16% d'augmentation de la taxe foncière cette année. Il se trouve qu'on a une grosse chambre à Marseille. Et il y a un travail qui a été fait en collaboration avec le président de la Chambre de Marseille, Auguste Lafont. Et nous, ce qu'on a pu démontrer, c'est qu'il y a 14 000 Marseillaises et il y a 14 000 Marseillais qui, du fait de cette explosion de la taxe foncière, sont passés sous le seuil de pauvreté. Donc, par rapport à l'image qu'on a, si vous voulez, des propriétaires qui sont tous des pétroliers, on voit bien qu'il y a énormément de petits propriétaires qui se sont saignés pour habiter leur logement, pour être au cœur des villes. Et ces gens, ils ne pourront pas rester dans les appartements et dans les petites villes là ou dans les maisons qu'ils ont achetées. Et grâce à l'Observatoire, d'ailleurs, on voit que Marseille n'est absolument pas un épiphénomène. Alors Marseille n'est pas un épiphénomène, bien sûr. Si on regarde, dans les, j'allais dire malheureusement aujourd'hui, dans toutes les métropoles, la plupart des métropoles, on voit une explosion. Je pourrais vous parler de Tours, je pourrais vous parler d'Angers, je pourrais vous parler de Strasbourg, de Nantes, etc. Donc ce qu'on voit en réalité, c'est que les dépenses, elles augmentent et elles explosent d'un côté. Et de l'autre côté, il y a des maires qui jouent le jeu, qui essayent de contenir ces dépenses. De l'autre côté, il y a quelques maires qui jouent le jeu. Et à côté de ça, ce qu'on voit, c'est que les recettes, c'est les mêmes, malheureusement. Elles n'augmentent pas, puisque à côté de ça, je veux dire, les logements sociaux, ils augmentent. Donc, il faut savoir qu'ils sont exonérés de taxes foncières pendant 15 ou 20 ans ou 25 ans. Et donc, on se retrouve devant un manque à gagner. Et naturellement, le gestionnaire, c'est-à-dire le maire ou le président de collectivité, il fait quoi? Il se retourne naturellement vers les propriétaires. On commence à parler de crise sociale due au logement, alors à la pénurie de logement, mais aussi à cette situation des propriétaires qui n'arriveront pas à faire face à la charge fiscale. Absolument. Et en plus, maintenant, on parle peut-être de nouvelles charges fiscales sur les résidences secondaires, peut-être une nouvelle atteinte à la propriété également. C'est-à-dire que là, ce qui se passe directement, ce qui se passe avec cette histoire, c'est que là, c'est directement les classes moyennes qui sont impactées, c'est-à-dire que c'est évident. Et quand on regarde la pyramide des âges en France et qu'on voit le niveau des retraites aujourd'hui, on peut dire, et je peux déjà vous le dire, c'est que c'est évident qu'il va y avoir des arbitrages qui vont se faire. Alors, j'allais dire peut-être que c'est un enjeu politique de faire libérer par la force, j'allais dire la stratégie du pistolet sur la tempe avec les propriétaires. Je pense que c'est pas une bonne solution, mais malheureusement, on y va et on voit de plus en plus de veuves ou de veufs qui viennent nous voir parce qu'ils veulent vendre leur garage pour continuer à payer les impôts, parce qu'ils n'y arrivent plus. Et c'est évident qu'il va y avoir des arbitrages, notamment sur les résidences secondaires, puisque avec l'explosion sur certaines villes de résidences secondaires avec des augmentations de plus 60% sur la taxe d'habitation, il faut voir que ces propriétaires, ils vont être doublement impactés, puisqu'ils sont impactés sur le foncier de leur résidence, sur le foncier de leur résidence secondaire, et en plus sur la taxe d'habitation. Donc si vous voulez, la pyramide des âges est là. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, j'allais dire malheureusement, dans le troisième âge. Et c'est sûr que ces personnes, elles vont être obligées de faire des arbitrages. Un phénomène aussi nouveau qu'on voit, je peux vous en parler, Anne-Sandrine, et ça nous a frappé parce qu'on ne le voyait pas avant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers la solution du viager. Oui. Parce que ces classes moyennes, j'allais dire pas forcément des classes moyennes très aisées, mais ces gens, en réalité, ils arrivaient à payer leurs impôts, à subvenir à leurs dépenses et à leurs charges. Et aujourd'hui, tant qu'ils sont encore à deux personnes dans le couple, et le jour où ils se retrouvent veufs ou veuves, le plus souvent c'est des veuves, ils n'arrivent plus à subvenir à ces dépenses. Et ce qu'on voit aussi, c'est que souvent, ces petits propriétaires n'osent pas en parler dans leur famille, n'osent pas dire à leurs enfants qu'ils n'arrivent plus à payer les charges et les impôts. Et donc, ils se tournent vers la solution du viager. C'est pour ça que je vous dis que je pense qu'on s'oriente vers un bouleversement sociétal majeur.
Oui, j'ai vu que vous aviez publié cet article sur le viager dans votre revue, d'ailleurs. Oui. Le viager, au fond, s'était vendu parfois comme un outil comme un autre, et à vous écouter, ça devient l'ultime ressource, en fait. Je pense, effectivement. Alors moi, le premier, je reconnais que j'ai été surpris, puisque moi, je suis président de la Chambre d'Auvergne depuis 10 ans, et je suis président de l'UNPI France depuis seulement 4 ans. Mais c'est vrai que j'avais rarement vu avant autant de demandes et autant de gens, j'allais dire malheureusement, quand je fais les assemblées générales un petit peu partout en France, que je fais le tour de tout ce qui se passe en France, que j'écoute attentivement les Françaises et les Français, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se tournent vers cette solution du viager et qui posent des questions et qui sont gênés d'avoir à les poser parce qu'effectivement, ils en parlent pas dans leur famille, ils n'en parlent pas à leurs enfants. Et c'est vrai que pour quelqu'un qui a élevé 2 enfants, si on prend une veuve qui a élevé 2 enfants, elle a un appartement de 3 chambres. Si elle avait 3 enfants, elle a un appartement de 4 chambres. Et oui, le bouleversement sociétal, il va être là, puisque c'est vrai qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire oui, mais madame, vous n'avez pas besoin d'un appartement avec 3 chambres ou avec 4 chambres. Et la personne âgée, elle va vous répondre oui, mais j'ai élevé mes enfants là, je veux recevoir mes enfants, je veux recevoir mes petits-enfants. Et à côté de ça, il y a certains maires, certains présidents de collectivités qui disent oui, mais l'argent, payez, sinon portez. La réalité de tout ça aussi, c'est que les propriétaires français s'appauvrissent. Aujourd'hui, j'allais dire oui, les propriétaires français s'appauvrissent. Et j'allais dire les propriétaires occupants s'appauvrissent. Et à côté de ça, les propriétaires bailleurs, j'allais dire c'est encore pire, puisque on a parlé du bouleversement sociétal pour les occupants, mais pour les propriétaires bailleurs, j'allais dire c'est encore pire, puisque le modèle économique est en train de se renverser, donc il y aura plus de rapport. Et si ça rapporte pas, je veux dire, le modèle économique, s'il se casse, s'il est brisé, les gens ils fuient cet investissement. Il faut se rappeler quand même que les gens qui sont aujourd'hui dans ces situations, c'est des gens qui avaient acheté dans les années 70, dans les années 80-85. Et à l'époque, je veux dire, l'État, les collectivités, les villes, tout le monde était content que ces quelques Français à l'époque achètent de l'immobilier, parce que ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'à l'époque, quand les gens achetaient, maintenant on dit oui, les plus-values, etc. D'accord, mais c'est des gens qui ont investi il y a 30, 35, 40 ans. Et à l'époque, je rappelle quand même que tout le monde leur déconseillait d'acheter de l'immobilier. On leur disait, mais non, mesdames, messieurs, allez acheter des SICAV monétaires, vous aurez 17% de rendement sans souci. Donc c'est des gens qui croyaient à l'immobilier, c'est des gens qui ont mis leurs biens à la location, c'est des gens qui ont rendu service à la collectivité. Et aujourd'hui, on les prend pour des nantis, on les prend pour des pétroliers, c'est dommage. Et qui pensaient aussi à la transmission pour leurs enfants. Alors, tout ça, c'est un patrimoine qui ne passe plus. Tout ça, c'est un patrimoine qui ne passe plus. Effectivement, vous avez raison de le souligner, Sandrine. Ce qu'on voit aussi, c'est que, et j'allais dire malheureusement, c'est que ce modèle de la transmission est en train de se perdre, puisqu'on voit quand même qu'il y a la majorité des enfants qui disent à leurs parents non, faites les arbitrages, nous ça ne nous intéresse pas, c'est trop compliqué, c'est trop la galère. Si on est à Paris, c'est l'encadrement des loyers, c'est des taxes foncières, on le voit cette année, qui vont exploser. Et là, il n'y avait déjà pas de rentabilité. C'est des propriétaires qui gardaient les biens et qui les mettaient à la location uniquement parce que la valeur patrimoniale du bien montait. Et aujourd'hui, le rendement économique n'est plus là, donc il va y avoir des arbitrages. Continuons avec la copropriété. L'UNPI était présent au salon de la copropriété. Oui. Est-ce que vous avez des témoignages de vos adhérents quant aux obligations qui leur incombent désormais de rénovation énergétique et quant au couperet du DPE? Je parle de couperet puisqu'il peut désormais entraîner une interdiction de la mise en location de certains biens. Alors là, c'est vrai qu'on était au salon de la copropriété. C'est vrai qu'on a rencontré, j'allais dire malheureusement, beaucoup de propriétaires désemparés. C'est vrai que nous, à l'UNPI, on a toujours, historiquement, si on regarde en arrière, on a toujours dit aux propriétaires et on a toujours conseillé, parce que nous, l'UNPI en réalité, nous, on est là pour conseiller les propriétaires. Partout en France, dans toutes les chambres de propriétaires en France, on est là pour les conseiller, pour les écouter et puis pour les conseiller. Et nous, toujours, on leur a dit, avant même ces obligations du DPE, on leur a dit, faites des travaux d'entretien, faites des travaux de rénovation, parce que vous augmentez la valeur de votre patrimoine, vous sécurisez votre locataire qui va rester chez vous, qui va vivre de manière confortable, et la valeur patrimoniale de votre bien va augmenter. Une fois qu'on a dit ça, j'allais dire malheureusement, et Dieu sait que nous, on était pour le DPE, la mise en place du DPE. Je rappelle, quand il était mis en place, nous, on était d'accord, mais je rappelle aussi qu'à l'époque, la ministre Barbara Pompili avait promis de la transparence et de la souplesse. Ce qu'on a vu, c'est que tout ça, ça s'est fait d'une manière opaque.
Et on s'est retrouvé l'année dernière avec des délais intenables dans la nouvelle loi qui a été votée en août, je le rappelle. Hein. Oui. Et les délais étaient intenables. Et plus grave que ça, ce qu'on voit surtout, c'est que le DPE, il n'était pas fiable. Donc, dans un premier temps, la loi a été suspendue, cette obligation a été suspendue. On est revenu dessus. Le problème, c'est que le DPE, au jour où je vous parle, il est toujours pas fiable. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est quand même devant les enjeux, c'est avant tout d'avoir un DPE fiable. Parce qu'on voit quand même des incohérences, notamment sur les petites surfaces. Et ça, c'est pas possible dans un état de droit, et je rappelle quand même qu'il s'agit de biens, d'appartements qui vont être mis, j'allais presque dire, à la casse. Et ça, c'est de l'obsolescence programmée. C'est pas possible aujourd'hui. Et pourtant, Dieu sait que le DPE n'est pas fiable et on l'a démontré. Malheureusement, on n'est pas les seuls à l'avoir démontré puisque il y a beaucoup de gens qui ont été sensibles aussi à l'enquête de Que Choisir. Et en réalité, le DPE, il n'est pas fiable. Donc après, il y a un calendrier qui est là. Bien avant la guerre en Ukraine, on alertait déjà, et moi j'ai alerté déjà à l'époque Emmanuel Vargon sur le fait que ce calendrier n'était pas tenable. Il n'est pas tenable. Pourquoi ce calendrier ? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est la pénurie de manœuvre, puisqu'il n'y a pas assez de manœuvre aujourd'hui pour répondre à l'instant T aux travaux. Et puis la deuxième raison qui est majeure aussi, c'est qu'il y a une pénurie de matériaux. Et donc, une augmentation de leur prix assez impressionnante. Alors après, forcément, quand on a une demande qui explose, et à côté de ça, ça crée de l'inflation. Et quand vous voyez que dans 45 jours, je dis bien dans 45 jours, on va fermer les appartements, on va interdire les locations, les G+, c'est-à-dire les plus énergivores, nous on dit bien sûr, pourquoi pas, mais à la limite, il aurait fallu faire ça comme dans un plan de guerre, avec des priorisations, par exemple, il fallait faire uniquement, dans un premier temps, les G+, et laisser jusqu'à 2025, puisque de toute façon, on sait qu'il n'y aura pas le temps, il n'y aura pas les matériaux et il n'y aura pas les hommes. Donc, faire des effets d'annonce, c'est bien. Mais après, moi, je veux dire, il faut quand même peut-être aussi, malheureusement, savoir rester pragmatique. Alors aujourd'hui, le gouvernement se retrouve évidemment face à une impasse, puisqu'il y a des promesses, il y a des attentes. Et à côté de ça, tout simplement, ça va faire quoi ? C'est que ça va fermer des appartements. Alors nous, à l'UNPI, on dit que ça va fermer 400 000 appartements. On entend d'autres chiffres. Les chiffres minimalistes, c'est 140 000 appartements fermés à la location. Nous, on peut vous dire que ça va être 400 000. Pourquoi ? Parce que c'est surtout des petites surfaces. Et ces petites surfaces, en réalité, elles avaient des DPE qui n'étaient pas renseignés, puisque c'est beaucoup d'étudiants qui habitaient dedans. Et il faut savoir que les étudiants qui habitaient dedans, à l'époque, il fallait que les propriétaires aient les factures d'EDF et les factures de consommation pour établir le diagnostic. Donc, c'est des diagnostics qui n'étaient pas renseignés. Et après, on sait aussi que souvent, et mathématiquement, et sur le terrain, on le sait parce qu'on le voit tous les jours, on sait que c'est des appartements qui sont au rez-de-chaussée, on sait que c'est des appartements qui sont sous les toits, donc c'est des toutes petites surfaces. Et tout ça fait que mathématiquement, c'est des appartements qui vont être interdits à la location. Et j'ai une dernière question. On a appris il y a peu la création d'un Conseil national de la refondation. C'est le ministre Olivier Klein qui a annoncé cela dans la presse, avec les noms des animateurs du CNRR, qui est consacré au logement. Le ministre assure par ailleurs travailler à la création d'un statut de bailleur privé qui était demandé par certaines associations. Quels sont vos commentaires sur cette annonce ? Mes commentaires sur cette annonce, c'est que je vais discuter de ça puisque je vais bientôt revoir le ministre Klein. Et à la limite, c'est une bonne idée, mais pour le moment, c'est que c'est des effets d'annonce et j'attends la suite. Merci beaucoup. Merci Anne-Sandrine.